Raid américain hier soir sur Hanoï, le raid le plus terrible qu'ait connu la capitale du Nord-Vietnam, disent ceux qui l'ont vécu. Jour de deuil national demain aux États-Unis après la mort d'Harry Truman. M. Giscard d'Estaing ce soir à la télévision pour expliquer la baisse de la TVA. À Marseille, hier, un hold-up manqué digne du meilleur film policier. Et puis encore, Managua. Managua où tout n'est que deuil et misère après le tremblement de terre. L'armée ceinture désormais le centre de la ville, ravagé par le tremblement de terre de samedi dernier. Il s'agit pour les soldats tout à la fois de réprimer les pillages, de mieux assurer la coordination des secours et d'évacuer les sinistrés qui s'accrochent encore désespérément aux ruines de leurs maisons dans l'espoir de retrouver un être cher ou de sauver quelques objets personnels. Voici le reportage d'un de nos envoyés spéciaux, Charles Lambroschini, qui a retrouvé des témoins de la catastrophe. On dirait une ville écrasée par un bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. En plus horrible peut-être parce qu'ici, il y a le soleil. Le soleil des tropiques qui fait penser plutôt à la douceur de vivre, aux farniettes. Mais c'est la troisième fois en moins d'un siècle que Managua est rasée par un tremblement de terre. Les gens veulent tous aller quelque part, mais ils sont pris dans les embouteillages et ils ne font que tourner en rond, semble-t-il. On dirait une fourmilière bousculée à coups de pied. Il n'y a presque pas de cris, presque pas de pleurs. Tout est un peu sourd, étouffé. Les gens sont abasourdis, fatalistes. Il y en a même quelques-uns pour sourire. Pourtant, le plus atroce, ce n'est peut-être pas ce qu'on voit. C'est plutôt l'odeur qui plane sur le charnier qui est devenu Managua. Dans cette ville qui sort d'un cauchemar, les familles se cherchent. On interroge les voisins ou les amis en sachant que leur réponse peut briser l'espoir. Parfois, ils viennent de très loin. C'est le cas de cette jeune fille qui travaille aux Nations Unies, la voici. Elle s'appelle Thelma, elle a 28 ans et elle a fait le voyage de New York pour retrouver sa mère. Je viens de New York, j'essaie de trouver ma famille, jusqu'au moment on ne sait pas. Ils sont partout, la ville, tout le monde est parti, alors je vais essayer de partir qui habite tout près d'ici, après je vais essayer de chercher ma mère pour la ramener à New York, si c'est possible. Vous avez cherché dans toute la ville? Oui, partout. Et vous n'avez trouvé aucune trace pour le moment? Non, aucune personne que je connais, jusqu'à maintenant qu'on arrive ici. Ici c'est la maison de l'ambassadeur de Nicaragua auprès de l'ONU, ambassadeur Lang. Et je suis avec sa fille, le consul, et l'autre fille qui travaille à l'hôpital, mais la maison ici est tout à fait détruite. Personne n'a de nouvelles. Alors vous ne savez pas ce qui a pu arriver? Non. Il faut que je la trouve maintenant. Ils sont des milliers comme Thelma qui parcourent les rues de Managua. Et quelquefois, leurs recherches se terminent dans les petits hôpitaux de fortune qui sont installés à l'extérieur de la ville. Je vous l'ai dit au début de ce journal, Hanoï a connu hier soir son bombardement le plus violent depuis le début de la guerre. Pendant 35 minutes, les vagues de bombardiers américains se sont succédées au-dessus de la ville, les bombes sont tombées autant dans le centre d'Hanoï que dans la périphérie, et les incendies ont fait rage une partie de la nuit. Jean Toraval, le correspondant de l'agence France-Presse à Hanoï, raconte dans les dépêches qu'il a envoyées ce matin que des centaines d'habitants de la périphérie d'Hanoï sont arrivés dans le centre de la ville à bicyclette et se sont couchés sur le trottoir près des abris des ambassades. D'après la radio de Hanoï, 8 B-52 ont été abattus au cours de ce seul raid et à propos des pertes de l'aviation américaine, le Pentagone estime qu'elles n'ont rien d'exceptionnel dans la mesure où elles ne dépassent pas 2 à 3% de l'ensemble des forces aériennes qui participent au raid contre le Nord-Vietnam. Attaque israélienne ce matin contre la Syrie. Des avions israéliens ont mitraillé et bombardé 3 positions syriennes et une base de Fedayin au sud de la Syrie et sur la ligne de cessez-le-feu. Il s'agissait d'un raid de représailles à la suite de plusieurs attaques de commandos de Fedayin effectuées ces derniers jours sur le territoire israélien. L'écrivain soviétique Andreï Siniavski aurait demandé à émigrer en France. C'est du moins ce que l'on dit à Moscou. Siniavski a été condamné à 7 ans de camp de travail en 1965 pour activité anti-soviétique. Il avait fait publier en France
des œuvres jugées non conformistes. Il a été libéré pour bonne conduite en mai 1971 et il vient de terminer un essai sur la vie dans les camps de travail. Siniewski n'aurait pas encore reçu de réponse à sa demande d'émigration. Si celle-ci est acceptée, l'écrivain risque d'être déchu de sa nationalité. Le président Nixon se rendra aujourd'hui à Independence, au Missouri, pour s'incliner devant la dépouille mortelle d'Harry Truman. Les obsèques de l'ancien président américain auront lieu demain dans l'intimité. Et ce sera demain, jour de deuil national aux États-Unis. Parmi toutes les réactions à l'annonce de la mort d'Harry Truman, on peut relever celle des Japonais. Ceux-ci, apparemment, ne lui tiennent pas rigueur d'avoir utilisé la bombe atomique contre eux. On peut lire en effet dans un journal de Tokyo, « Même les victimes des radiations se sont résignés et ont haï la guerre, et non le président Truman lui-même. » Reste à savoir quelle place dans l'histoire des États-Unis aura tenu leur 33e président, Harry Truman. Président, politicien, joueur de poker, tel était Harry Truman. Pourtant, la donne ne lui était guère favorable en ce 12 avril 1945. La succession de Franklin Roosevelt était lourde et une vice-présidence de 83 jours n'avait pas permis à Truman de s'initier aux arcanes de la Maison-Blanche. Pour tous, Truman restera l'homme de la bombe atomique, un procès qui demeurera longtemps encore ouvert. Et pourtant, ce matin, le ministère des Affaires étrangères japonais affirme dans un communiqué que l'ancien président avait apporté, je cite, un caractère incommensurable à la paix mondiale. Joueur de poker, Truman en eut les réflexes en faisant immédiatement intervenir les troupes américaines en Corée et en déclenchant le pont aérien pour la sauvegarde des Berlinois. Politicien, il a su, surprenant adversaires et sondages, se faire élire en 1948. Infatigable en 3 mois, il a prononcé plus de 350 discours électoraux. Mais Truman, ce fut surtout un président. Isolationniste par héritage, il a su convaincre les Américains de la nécessité d'aider l'Europe à se relever. Sa place dans la présidence américaine, voilà comment il la définissait. Je me moque de ce que dira de moi l'histoire. Je sais ce que j'ai fait et cela me suffit. La Cour suprême du Maroc a rejeté le pourvoi en cassation déposé par les 11 officiers et sous-officiers condamnés par le tribunal de Kénitra pour leur participation à l'attentat manqué du 16 août contre l'avion du roi du Maroc. Seule désormais une grâce royale peut leur éviter le peloton d'exécution. En France, l'actualité politique est très réduite en cette période de fête. Je vous recommande simplement de ne pas trop attendre si vous avez besoin d'aller chercher de l'argent à la banque. En effet, les syndicats ont lancé un ordre de grève de 3 jours, une grève qui commencera le 29 décembre, c'est-à-dire après-demain. D'autre part, ce soir, au cours du journal de 19h45, M. Giscard d'Estaing lancera une campagne d'information au sujet de la diminution de la TVA. Le ministre des Finances expliquera, notamment aux commerçants, comment cette diminution doit se répercuter sur les prix de détail. À partir du 2 janvier prochain, les prix de la plupart des produits industriels et alimentaires, du réfrigérateur au camembert, vont devoir baisser. Ce sera le résultat de la baisse des taux de TVA décidée dans le cadre du plan anti-hausse des prix. Les commerçants ont 3 possibilités pour pratiquer la baisse résultant de la diminution des taux de la TVA. Ils peuvent appliquer la procédure normale, c'est-à-dire afficher tous leurs articles au nouveau prix compte tenu du taux réduit de la TVA. Ils peuvent, en cas de difficulté et pendant une période transitoire qui peut couvrir le mois de janvier 1973, soit pratiquer un escompte de caisse égal à 2,44% sur tous leurs articles, soit pratiquer un double marquage sur chaque article où on verra apparaître le prix ancien et le prix avec le taux réduit de la TVA. À partir de demain jeudi, donc, sur les 2 chaînes, 3 émissions spéciales proposées par le ministère de l'Économie et des Finances et destinées aux commerçants. Jeudi 28 décembre, à 13h35 sur la première chaîne et à 14h15 sur la seconde chaîne, les produits industriels. Vendredi 29 décembre, aux mêmes heures, les produits alimentaires. Samedi 30 décembre, à 13h35 sur la première chaîne et à 14h sur la seconde chaîne, les problèmes fiscaux. Si l'attaque du fourgon blindé qui a eu lieu hier à Marseille s'était passée dans un film, les spectateurs auraient dit « oui, c'est bien, mais c'est du cinéma ». Or hier, la réalité a dépassé la fiction. Pour essayer de rafler la recette d'un supermarché, les bandits avaient tout prévu. Un camion-benne de 20 tonnes pour arrêter le fourgon, des mitraillettes bien sûr, et même du plastique pour faire sauter le blindage du fourgon.
Mais les convoyeurs ont soutenu le siège, le blindage a tenu bon et la recette a été sauvée. 10h30 ce matin à la Valentine, dans la banlieue est de Marseille. Un fourgon de la Baraka, cette société spécialisée dans les transports de fonds, quitte le géant casino. À son bord, la recette des fêtes de Noël du magasin à grande surface, plus de 160 millions d'anciens francs. Soudain, en empruntant la bretelle de l'autoroute Est pour gagner Marseille, le fourgon vient buter contre un poids lourd qui lui bouche le passage. C'est l'embuscade. Les choses vont alors aller très vite, comme nous l'a expliqué l'un des convoyeurs qui a préféré garder l'anonymat. Le camion, là, le fameux camion que vous voyez devant vous, nous est venu dessus, quoi. Nous a barré la route, nous est rentré dans l'avant. À l'arrière, nous avions une 204 qui nous a barré le chemin. Et 4 ou 5 hommes masqués de cagoule nous ont attaqués au fusil mitrailleur et à la masse, là. Il n'y a pas eu de blessés? Non, on n'a pas eu de blessés, on s'est défendu comme on a pu, quoi. Et ils nous ont fait sauter la porte au plastique. Qu'avait-il dans votre camion? Eh bien, il y avait des fonds qu'on ramenait de la Valentine. Est-ce que vous pensez qu'ils connaissaient votre trajet? Ah, sûrement qu'ils connaissaient, ils nous ont suivis peut-être depuis ce matin. Ils étaient bien renseignés? Ils étaient renseignés, ça c'est sûr. Monsieur, vous étiez à bord de votre voiture quand ça s'est produit? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu? On est arrivé, je croyais que c'était un accident. Et les gars étaient en train de défoncer la porte à coups de masse. Alors j'ai dit à mon neveu, tiens, il y a des blessés, sûrement j'essaye de les secourir. Et puis ensuite, moi je conduisais, je ne voyais pas. Mon neveu me dit, attention, ils sont armés, ils ont des cagoules, ils ont des mitraillettes. Au même moment, on a entendu des coups de feu. Alors j'ai fait demi-tour Fissa, puis on a été téléphoné à la police à Carrefour. Est-ce qu'il y avait d'autres témoins ou étiez-vous seul sur la route à ce moment-là? Non, il y avait du passage sur l'autoroute, il y avait 5 ou 6 voitures qui arrivaient, quand ils ont fait comme moi, quand ils ont vu le coup, ils se sont barrés, quoi. Ils ont fait demi-tour, ils sont passés ailleurs. Pour les gangsters, c'est donc l'échec complet. Le fourgon était en fait plus solide qu'un banal coffre-fort. La preuve, c'est qu'une masse n'a pas réussi à entamer le pare-brise, que les balles de l'autre côté n'ont pas pu traverser, et la charge en plastique qui a été placée sur le 3e côté du camion a réussi à faire un trou insuffisant pour passer une main d'homme. Notre personnel a pu se défendre et blesser un gangster, alors qu'ils étaient venus nombreux avec un camion de 20 tonnes, 2 autres camionnettes, et à 3 camions, ils n'ont pas réussi à attaquer notre fourgon. Et vous n'avez peut-être pas remarqué ce détail, la société à laquelle appartient le fourgon en question s'appelle la Baraka. Ça n'est pas encore officiel, mais ça le sera peut-être dans quelques jours. Chamonix envisage de poser sa candidature pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 1976. C'est le député maire de Chamonix, M. Maurice Herzog, qui l'a laissé entendre hier. Patrick Chapuis. Oui, vous savez que depuis que Denver a déclaré forfait pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 1976, un certain nombre de candidatures se sont manifestées. Nouvelle candidature donc, celle de Chamonix, ou plutôt celle des stations du Mont-Blanc, c'est-à-dire de Chamonix, de Megève, des Contamines, de Saint-Gervais et de quelques autres stations. Monsieur Maurice Herzog, maire de Chamonix, nous l'a déclaré ce matin au téléphone, nous avons déposé officiellement notre candidature, les pays du Mont-Blanc sont parfaitement capables d'organiser les Jeux Olympiques à condition de le faire dans la simplicité. Il n'y aurait pas de grosses dépenses à engager, même pas de village olympique à construire, car la région dispose de 400 hôtels. Fin de citation. Que va-t-il se passer maintenant? Interrogé ce matin, le comité olympique français nous a confirmé qu'il était bien en possession de 2 candidatures françaises pour ces Jeux d'hiver 76, celle de Grenoble et celle des pays du Mont-Blanc. Le 9 janvier à Paris donc, les dossiers seront étudiés, l'une des 2 candidatures sera retenue et transmise au comité olympique international le 15 janvier. Ensuite, une décision devrait être prise avant Pâques. Évidemment, la France a déjà organisé les Jeux d'hiver à Grenoble en 68, mais il y a un argument en faveur de Chamonix. Des Jeux dans cette région marqueraient sans doute un retour aux sources du ski, et l'on dit que les successeurs de M. Brindage, défenseurs de l'amateurisme, pourraient être sensibles à cet argument. De toute façon, il faut donc attendre, nous serons fixés aux environs du 15 janvier, quand le comité olympique aura pris sa décision. Demain soir, 28 décembre, la première chaîne de télévision présentera une émission spéciale de fin d'année, le Livre d'or des Français. Cette émission, préparée par Michel Tauriac et réalisée par Alexandre Tarta, aura lieu à 21h25 en public et en direct au studio 102 de la maison de l'ORTF. L'actualité pour vous, chaque jour à la télévision, ce sont les images du monde. Images dramatiques, hélas, le plus souvent.
L'actualité, c'est Apollo 17. C'est aussi un peu partout des minorités opprimées qui se révoltent. L'actualité, c'est une campagne électorale. Ou bien des chars d'assaut qui patrouillent dans le désert. L'actualité, c'est les 24 heures du Mans, comme c'est aussi le visage dramatique de l'Irlande. L'actualité, ce sont des sportifs dans le stade de Munich qui ne savent pas ce qui va se passer le lendemain. L'actualité, pour vous, chaque jour, ce sont des visages bien connus. C'est Bernadette Devlin ou Jean-Pierre Beltoise. C'est Madame Golda Meir ou Monsieur McGovern. C'est Pat Nixon ou le président Mao. C'est Monsieur Nixon ou bien Monsieur Brejnev. L'actualité, ce sont des astronautes ou des diplomates. Et pour un soir, 24 heures sur la une, a décidé de changer cela. Pour un soir, jeudi 28, les vedettes de l'actualité sortiront d'une foule anonyme pour vous. L'actualité, jeudi soir, sera formée par une dizaine de personnes que vous n'avez probablement jamais vues. Et pourtant, ces personnes ont le droit à l'admiration et à la reconnaissance générale par l'exemple qu'elles ont montré et le service qu'elles ont rendu aux autres. C'est pourquoi 24 heures sur la une a décidé d'inscrire leur nom sur le livre d'or des Français. C'est une émission au cours de laquelle seront présentées ces 10 personnes choisies par les stations régionales de l'ORTF et la presse quotidienne, parisienne et régionale. Cette émission, le livre d'or des Français, aura lieu en direct jeudi soir 28 décembre au studio 102 à la maison de l'ORTF, 116 avenue du Président Kennedy à Paris. Vous y êtes invités. C'est maintenant l'histoire d'un groupe pop français que va vous raconter aujourd'hui notre page magazine. Un groupe pas comme les autres, le Martin Circus. Un double nom à consonance britannique, et pourtant, ils sont tous les 5 bien de chez nous et parisiens de surcroît. À Léon Noël, ils ont raconté leur vie, leur travail, leurs états d'âme de jeunes conquistadors de la pop musique. 1, 2, 3, 4, 1. Jean, monsieur, vous intéressez à la musique pop? Ah, beaucoup, oui, j'adore. Ah ouais. Vous aimez bien les groupes français? Ah, je connais pas tellement. Vous connaissez Martin Circus? Oui. Vous aimez? Oui. Oui, oui. J'apprécie. 1, 2, 3, 1. Il est pas assez long, là, je crois, les coups. Nous nous sommes rencontrés à la campagne, dans une ferme. Nous jouions chacun dans des groupes différents. Nous avons fait un gros bof et avons décidé de former Martin Circus. « 1969, naissance de Martin Circus. Pourquoi Martin Circus? Parce que Martin, Dupont, Durand, Dubois, Circus parce que nous sommes tous dans le même cirque, voilà. Celui qui est là, vous le connaissez? Ah non, pas du tout. Bah, il est dans Martin Circus. Ah bon? Alain Pevsner, 24 ans, guitare solo du groupe. Alain. Oui. C'est l'heure. Ah, c'est l'heure. Il est reparti. Les casse-croûtes. On s'est connus dans une boîte de nuit qui était très à la mode. Et, À Paris. à Paris, oui. Vous avez un accent. Oui, je suis américaine. Quelle est votre participation à la vie d'Alain en tant que musicien?
Avant, je les suivais, mais quand il a commencé avec Martin Circus, comme ils étaient beaucoup dans la voiture déjà, c'était plus difficile. J'aime bien les maquettes de voitures, les vieilles voitures. J'aime beaucoup les vieilles voitures, les vieilles guitares. J'aime bien les vieilles choses en général. Par exemple, j'ai une guitare qui est assez rare, parce qu'il y en a eu que 500 de fait, des guitares en général qui sont faites aux États-Unis. Et j'ai la numéro 336. Bob Bro, 27 ans, la basse de Martin Circus. Oui, je fais joujou. C'est joujou ou passion? Non, c'est les deux, joujou et passion. Et quels sont les autres signes particuliers de Bob? Je fais un petit peu de peinture. J'espère un jour avoir une petite maison à la campagne et là je pense que je m'abandonnerai énormément à la peinture. Au détriment de la musique? Non, non, pas du tout. Non, on peut jouer en regardant un paysage et essayer d'appliquer un climat musical dessus. Je joue de la flûte dans ma salle de bain parce que je pense que c'est l'endroit où ça dérange le moins mes voisins. Puis deuxièmement parce qu'il y a un écho naturel, c'est un très très joli son. Gérard Blanc, 24 ans, chant, guitare, percussion. On est 4 dans la famille. Oui. Il y a Leslie, il y a ma femme, il y a moi, et puis il y a nos 2 enfants. Et Leslie, d'où vient-elle? Angleterre. Angleterre. Finalement, Martin Circus est une famille un peu cosmopolite. Assez, oui, c'est international. J'écoute pas mal de choses, et puis dans le but de prendre mon pied d'abord, et puis de me cultiver musicalement, et puis d'avancer toujours un peu plus. Tu écoutes ce que vous faites avec le groupe? J'écoute ce que je fais, mais enfin, ce qu'on fait tous ensemble, mais tu sais, si on veut aller un peu plus loin, il faut toujours écouter ce que font les autres. Tu as une formation de musique classique au départ? Absolument pas, je suis un autodidacte complet. Sylvain Pochard, orgue et piano. Sylvain, tu es le plus jeune du groupe? Oui, je suis le plus jeune. Quel âge as-tu? J'ai eu 22 ans. Pour toi aussi, la musique est, chez toi, un complément de la musique avec le groupe? Oui, oui, bien sûr. Ça occupe une place très importante. Ah, c'est la place la plus importante. Bob, c'est le chien, Gérard, les chats. Oui. Et toi? Moi, c'est le chien et surtout le petit frère. Il aime la musique, le petit frère? Ah oui, il adore ça. Je crois que ça va être un batteur plus tard. Le petit frère, pour l'instant, a 4 ans et demi. René Guérin, 23 ans, le batteur, parfois violoniste. C'est le chantier ici, René. Je suis en train d'aménager et avant d'aménager, j'ai envie que ce soit quand même assez sympathique. Et ça nécessite vraiment plein de travaux, plein de bricolage, etc. Si tu n'avais pas été batteur dans Martin Circus, qu'est-ce que tu ferais en ce moment, à ton avis? Ben, je serais certainement dans la fabrication mécanique, parce que j'avais fait des études de fabrication mécanique pour être ingénieur quelque part. J'aime beaucoup la télépathie, si je pouvais avoir des résultats assez intéressants, ainsi que l'étude de l'homme par ses vibrations en partant de l'aura, de l'éther, etc.
Est-ce que tout cela a une influence quand tu es en train de jouer? C'est un lien direct parce que en jouant, on se rend compte de ces forces justement qui sont présentes, ce magnétisme qu'il y a entre le public et les individus sur scène. Eh bien, nous composons tous des chansons et nous écrivons tous des paroles. Et individuellement, ceci fait, nous nous retrouvons chez l'ami Sylvain où nous répétons ces chansons pour les arranger et les enregistrer. Voilà. Il y a d'abord la recherche du son de chaque instrument, le calcul des niveaux entre nous, l'audition pour nous, il faut qu'on s'entende très bien entre nous si l'on joue à plusieurs. On calcule en fonction des pistes quels instruments vont être pris d'abord, ensuite on fait des re-re, c'est des surimpressions de bandes. Ça a tendance à être en retard un peu. Tu vas jouer trop en arrière. Faudrait le savoir, les mecs. Pourquoi? Non, parce que là, tout à l'heure avec Bob, on te disait, bon, bah c'est trop en avant. Mais là vraiment, ça... Mais uniquement du point de vue pulsation, batterie. Oh là là, quelle vie de fou en ce moment nous menons! Avec 40 flèches, le mille, oui, à côté. Martin Circus s'est vu décerner au cours de la nuit du cinéma 1971 le Triomphe Groupe Musical et en janvier dernier le Grand Prix 1972 de la pop music française. Nous avons nous aussi respecté la trêve de Noël, puisqu'aujourd'hui l'émission était, disons, une émission vacances. Et cette émission de Trésor Magazine Jeune aura eu un prolongement ce soir dans Vivre au présent jeune, qui sera un Vivre au présent spécial. Et j'ai près de moi l'un des membres de ce groupe, Martin Circus. C'est Alain, je me trompe pas? C'est Gérard. Ouais. Hein. Volontairement, je me suis trompé, vous voyez, pour voir un peu comment vous réagissez. Alors, vous avez suivi le film avec nous. Alors, que pensez-vous de ce film? Je trouve vraiment très bien parce qu'il reflète bien la vie qu'on mène, il reflète bien toutes nos activités, le studio, la musique, enfin, la vie chez nous. C'est tout à fait cela. Oui, c'est vraiment ça. Rien de changé, on n'a pas travesti la vérité. Non, non, c'est ça tous les jours de la semaine. Bon, c'est une vie agréable ou désagréable? C'est la vie qu'on a choisie avant tout, et puis on essaye avant tout d'être vrai. Alors, comme la musique qu'on fait, on essaye que ce soit la musique vraie, c'est notre vie. Donc vous y croyez? Oui, je crois qu'on y croit vraiment fort. Tout à l'heure, en préparant l'émission, vous me disiez les groupes pop en France et ailleurs fleurissent comme muguet en mai. Alors comment faites-vous pour survivre dans cette bataille, dans cette jungle? Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de groupes français qui ne sont pas arrivés à subsister, à vivre, parce que justement, ils se sont écartés un petit peu de la vérité, de ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Ils ont peut-être essayé de copier beaucoup de groupes anglo-saxons, et c'est peut-être ça qui les a écartés de la vérité. On essaye de toujours rester nous-mêmes de toute façon, et de faire ce qu'on a envie. Et alors, si vous voulez, encore une dernière question avant d'en terminer. Comment faites-vous pour vivre à 5? Car on a vu par exemple que les Beatles se sont séparés au bout de quelques années. C'est pas difficile de vivre à 5? C'est pas difficile à partir du moment où on fait ce qu'on a envie de faire. Et je crois qu'au travers de la musique, on se réalise complètement, tous les 5. Vous êtes réalisé, vous? Pas tout à fait, mais je crois que ça va venir. Peut-être grâce à Martin Circus. Bien, merci. Alors, je dois rappeler que nous verrons ce soir dans Vivre au présent spécial jeune, non seulement Gérard, mais ses 4 coéquipiers du groupe Martin Circus. Et vous pourrez, exceptionnellement ce soir, faire le programme de ce Vivre au présent, en direct en effet, à partir de 17h30. Vous pouvez téléphoner
à SVP 1111. Vous connaissez, vous voyez très souvent ce numéro de téléphone à la télévision. Et là, vous pourrez donner le titre de votre choix. Et ensuite, à partir de 18h30, eh bien, vous composerez ce programme en direct. Alors voici les titres qui vous permettront de composer ce programme. Je vous les dis rapidement, vous pourrez les lire sur votre écran. Je m'éclate au Sénégal, Les Indiens du petit matin, Il faut rêver, Annie, Christine ou Patricia, Je mène comme un pingouin, Chevauché fantastique, Je danse, pardon, comme un pingouin, Chevauché fantastique, et J'aimerais bien te faire flipper un petit peu. Alors téléphone à partir de 17h30, SVP 1111, émission en direct à partir de 18h30, à tout à l'heure. Eh bien, nous allons maintenant à la bourse, où, comme chaque jour, nous allons voir l'évolution des cours avec, aujourd'hui, Gérard Vidalange. Claude Guillaumin, à la Bourse de Paris, ce matin, bat ses records de vitesse dans la cotation des valeurs. Je pense qu'en 3/4 d'heure de temps, l'ensemble des valeurs françaises ont pu être cotées. Un marché qui se tient, qui est un peu meilleur par rapport à hier. Vous voyez que vous allez voir les cours en léger progrès, 1 franc, 2 francs, c'est peut-être pas très saisissant, mais cela montre tout de même que les ventes qui s'étaient produites après les premiers sondages politiques avant les élections, eh bien ces ventes ont cessé. Les acheteurs sont peut-être pas très empressés, ils restent encore timides, mais il y a tout de même un climat, disons, un petit peu amélioré, mais les échanges sont très réduits. C'est d'ailleurs, cette accalmie se retrouve sur l'ensemble des marchés financiers qui, par ailleurs, sont inhibés par la hausse des taux d'intérêt. Nouvelle financière, la régie Renault, tout au moins le groupe Renault, c'est par l'intermédiaire d'une filiale, va lancer une offre publique d'achat sur les actions de Bernard Moteur, qui est une société spécialisée dans les moteurs à combustion, surtout pour les équipements agricoles, les matériels de travaux publics et l'équipement industriel. La régie Renault, c'est pas la première fois, est coutumière, si je puis dire, de ce genre d'opération. La régie Renault avait lancé une précédente OPA sur Brissonneau et Lotz. Carrefour se défend bien, Casino également, léger progrès. Pechelbronn, qui vient distribuer des actions gratuites, est en progrès à 80-90. Vous voyez que tous ces cours, tout de même, se tiennent. Il y a tout de même des baisses. La banque, la construction et travaux publics, comme la BCT, CFEC, tout le secteur bancaire est évidemment réservé. C'est bien naturel dans une période de restriction de crédit. À noter que les agents de change ont lancé leur SICAV. Elle s'appelle Bourse Investissement. Ce patrimoine représente actuellement 20 millions. Et il est géré en liaison avec la Caisse des dépôts. Au groupe Agache-Vilo, un changement de structure. Il y aura d'un côté le conseil de surveillance qui représentera les actionnaires, le capital, et de l'autre le directoire avec les dirigeants. Et l'on parle de l'entrée de Georges Ereille, qui est l'ancien président de Simca Chrysler, au sein de ce conseil de surveillance. Valeurs étrangères, reprise des Allemandes, avec une irrégularité toutefois assez marquée du côté des valeurs américaines. Le marché de l'or est en hausse aujourd'hui, 10 825 sur le lingot contre 10 740, l'écart est tout de même sensible, près de 1 franc de mieux sur le Napoléon à 80 francs contre 79,10. La rente Pinet, en revanche, indexée sur l'or, n'a pas enregistré la hausse du Napoléon. Le Pinet, le 3,5 52,58, est à 198 francs 20, c'est le cours que j'avais noté en séance, c'est le même cours, contre 198 hier. Donc, bonne séance, Claude Guillaumin, à vous. Une dernière information que nous transmet l'agence France-Presse. Pour la première fois depuis 8 jours, le haut commandement américain est sorti de son silence en ce qui concerne les bombardements sur le Nord-Vietnam. Le haut commandement américain à Saïgon déclare qu'entre le 18 et le 25 décembre, c'est-à-dire jusqu'avant la courte trêve de Noël, 1000 bombardements tactiques ont été effectués sur le Nord-Vietnam, 70 cibles ont été particulièrement visées, notamment les régions de Hanoï et Haiphong et ces deux villes elles-mêmes. Je vous remercie de nous avoir prêté attention et je vous souhaite un bon après-midi.